Bienvenue les Lutétiens, bienvenue dans l'After Lutèce, la seule émission qui dit tout haut ce que vous les Lutétiens vous pensez tout bas. Vous connaissez aujourd'hui la rengaine qui est la mienne depuis ce début de saison, et là on va parler de la fin de saison. On va parler surtout du troisième tiers dans cette vidéo. On va vraiment regarder en détail les rosters et les équipes, les coachs qui ont performé, ceux qui ont sous-performé. On va analyser ce troisième tiers par rapport au premier et au deuxième tiers de la saison. On va regarder, puisqu'il y a beaucoup d'enseignements à en tirer sur cette fin de saison. Et on va regarder qu'est-ce qui s'est passé sur la fin de saison. Étant précisé évidemment que très bientôt, très prochainement, là je vous le promets, je ferai une vidéo complémentaire, évidemment, beaucoup plus développée que celle-ci, sur la totalité de la saison et l'analyse des statistiques de chacun des rosters sur la totalité de la saison. On verra le gratin, les palmes d'or, on verra évidemment, on reviendra un peu sur le meilleur chasseur et on parlera des statistiques individuelles, évidemment. Là, on va en parler des stats individuelles, plus pour regarder les performances dans le classement général et comment ça a évolué au niveau des joueurs dans le classement général sur le troisième tiers, ceux qui ont vraiment fait des merveilles, accompli des merveilles dans le Money Time, et ceux qui sont effondrés, parce que vous verrez qu'il y en a aussi qui se sont vraiment effondrés sur ce dernier tiers de la saison. Voilà, donc sans transition et sans tergiversation inutile et futile, entrons peut-être dans le vif du sujet et on regarde tout de suite d'abord les performances des différents rosters, puisque ça aussi c'est intéressant, ça pourra peut-être permettre à certains des coachs de bien choisir le roster pour l'année prochaine, parce que ils verront l'évolution de chacun des rosters sur une saison complète de la Lutèce. Allez, on regarde ça en détail. Alors, les stats globales par roster, donc on regarde ça sur ce tableau un petit peu barbare peut-être pour vous, mais vous allez voir, c'est assez facile à comprendre. C'est deux tableaux en fait, deux en un, c'est le même, hein, je vous expliquerai, qui répertorie en fait les points gagnés par match en moyenne par chacun des rosters dans les différents tiers de la saison. Donc le tiers 1 de la première à la 5e journée, tiers 2 de la 6e donc à la 10e, et le tiers 3 qui nous intéresse de la 11e à la 15e journée. Et on voit tout de suite les équipes qui ont super bien performé et celles qui sont effondrées, enfin les rosters qui ont performé et ceux qui sont effondrés en fin de saison. Et on voit tout de suite que effectivement les Elfes Sylvains, ils ont dominé le championnat. Le roster a dominé le championnat et il finit parfaitement la saison avec une moyenne de 2,2 points par match. Alors, 2,2 points par match, c'est exceptionnel pour un roster. Sauf que là, effectivement, les Elfes Sylvains étaient joués par un seul coach, une seule équipe représentait ce roster. Donc, les stats sont un peu modifiées, ou en tout cas pas assez précises, puisque là, c'est vraiment la force du coach, la connaissance du jeu du coach qui joue. Et comme par hasard, ce roster était joué par Zaiko, un des meilleurs joueurs français du parcours Blood Bowl-esque hexagonal. Ceci explique peut-être cela. Donc, vous avez un deuxième tableau juste à côté qui de manière arbitraire, m'a permis de classer les rosters unireprésentés en trois catégories. Donc, j'ai décidé de manière hégémonique de classer les Elfes Sylvains parmi les rosters légers avec les Slans, qui étaient également unireprésentés. J'ai mis aussi des unireprésentés athlétiques comme le Chaos, les Renégats et les Morts-Vivants. Et enfin, j'ai fait aussi un groupe d'unireprésentés polyvalents avec l'Alliance du Monde et les Gobelins, ce qui permet de voir, d'atténuer quelque peu les forces des coachs et vraiment de donner une moyenne statistique par type de roster, même pour ceux qui sont unireprésentés. Et là, on voit tout de suite que pour les Elfes Sylvains, eh bien, la statistique géniale de cette fin de saison avec 2,2 points en moyenne, elle baisse. Elle est très bien aussi, mais elle est atténuée par un résultat beaucoup moins bon de l'autre équipe agile unireprésenté, à savoir les Slans.
Et donc, ce type de roster uni-représenté finit en réalité à 1,5 points par match de moyenne. Donc, vous voyez tout de suite que voilà, plus il y a de roster d'un type de style de jeu, moins la moyenne est bonne. Et en réalité, c'est ce deuxième tableau qu'il faut vraiment regarder pour avoir une vision globale, exacte et précise des forces, de chacun des rosters. Et on voit que le roster qui a super performé en réalité, qui était deuxième derrière les Elfs mais premier si on regroupe les rosters si on regroupe les rosters avec des équipes multi-représentées, eh bien, c'est les Démons de Corne. Les Démons de Corne qui font 2,1 points en moyenne par match sur la fin de saison, alors qu'ils étaient qu'à 1,4 tout au long de la saison. Et oui, ça reste un roster cette année qui était joué par des coachs hyper expérimentés, hein, l'ancien champion, des anciens champions, dont le champion sortant Garden, Oun évidemment, et puis accompagné de Fanny Valentine. Ceci explique peut-être cela. En tout cas, ils avaient sur la fin de saison une moyenne extraordinaire de 2,1 points par match. Une moyenne de playoffable, et ça tombe bien puisqu'ils ont qualifié, les deux équipes Cornes en playoff, en tout cas en barrage des playoffs. Mais on voit quand même, du coup, bonne leçon peut-être sur ce roster-là, en plus, il arrive, c'est la première fois qu'on le joue, qu'il joue cette année, c'est la première fois qu'il joue à la Lutèce, ce roster, et on voit que en début d'année, au milieu d'année, c'est compliqué, mais sur la fin d'année, dès qu'il commence à avoir énormément de camps, ça va beaucoup mieux pour ce roster. Derrière, à la deuxième place, ce sont les Hommes Lézards, avec pareil une super moyenne de 1,95 points par match. Alors c'est légèrement moins bien que les 2,05 points sur le deuxième tiers de la saison, mais c'est une moyenne extraordinaire. Et puis surtout, c'est pratiquement à égalité. Il y a 0,1 point d'écart en réalité seulement entre le T2 et le T3. Oui, donc super performance des Hommes Lézards, et la preuve en est, c'est que les 4 équipes Hommes Lézards se sont qualifiées en barrage cette année. Idem, on peut dire, des Halflings, 2 équipes sur 3 qualifiées, et un peu à l'instar des Hommes Lézards, le troisième tiers était à peine, mais d'un chouïa moins bien que le deuxième tiers, qui était déjà extraordinaire avec 1,8 de moyenne en points et 1,73. Donc tant que ça dépasse pas 0,1 point de moyenne de plus, j'ai mis orange, donc ça veut dire le même score que la journée précédente, que le tiers précédent. Rouge, ça veut dire que c'était moins bien, et vert, ça veut dire que c'était bien mieux. Et pareil pour le tiers 2 par rapport au tiers 1. Donc vous pouvez comparer. Voilà, et on voit les rosters solides derrière qui arrivent, les nains qui ont été constants tout au long de la saison, avec les 2 équipes évidemment qui se sont qualifiées en barrage. Les Skaven, pareil. Alors on voit que les Skaven, comme d'habitude, ils démarrent super bien une saison, puis ça diminue, ça baisse. Malgré tout, une moyenne de 1,65 points par match en moyenne, c'est un super résultat. Et puis c'est un résultat qui qualifie au moins 2, voire 3 équipes en playoff. Les nécros, c'est l'inverse. Là, on le voit, c'est typiquement le cas d'école cette année, les nécros. Un début de saison mi-figue, mi-raisin, puis ça augmente, et avec une moyenne extraordinaire aussi, 1,65 points par match. Étant précisé qu'il y a quand même, sur les 4 équipes, il n'y en a eu que 2 qualifiés en play-off et 2 qui étaient vraiment mal classés. Donc c'est un super résultat. Ça veut dire que, en tout cas, les 2 équipes nécro ont surperformé, les 2 play-offables ont surperformé tout au long de la saison. Derrière, on retrouve les Elfes Noirs. Alors là, pareil, un roster qui a du mal en début de saison, qui atteint tout son potentiel. On le voit bien avec cette moyenne extraordinaire de 2,5 points par match sur un tiers complet. C'est-à-dire que les Elfes Noirs, sur le deuxième tiers, ont fait quasiment carton plein, 2,5 points en moyenne par match. Et puis forcément, le troisième tiers, beaucoup plus compliqué, une moyenne qui chute drastiquement. Forcément, le troisième tiers pour les elfes noirs, là, ça commence à devenir compliqué. Dès qu'il y a beaucoup de châtaignes, dès qu'il y a beaucoup de tacles, ça commence à devenir dur. Ensuite, le ventre mou avec des équipes qui ont performé, d'autres qui ont sous-performé, mais toujours les mêmes, hein, les OF, les orques, voilà, toujours bien classés, mais sans plus.
Les nains du chaos qui sont là, qui ont quand même raté leur saison. Hein. Normalement, ils devraient être plus haut. Véritablement, nains du chaos, ça a raté la saison. La noblesse impériale, regardez, début de saison, milieu de saison, mais catastrophique, dramatique. Et puis tout à coup, 1,5 points en moyenne. Donc le double des points du tiers précédent. C'est aussi dû à la super performance de Akhtar qui rate de pas beaucoup, de 2 ou 3 points seulement les barrages. Et ensuite, voilà, on passe aux équipes unireprésentées agiles. Donc, on voit que parmi ceux qui étaient unireprésentées et que j'ai classés de manière arbitraire en fort, enfin costaud, polyvalent ou agile, c'est les agiles qui s'en sortent le mieux encore avec 1,5 points en moyenne, alors qu'ils avaient une superbe moyenne de 1,8 tout au long de la saison. Donc, c'est une petite baisse. L'Union Helvique qui se réveille en fin de saison seulement, mais le début et le milieu de saison étaient tellement dramatiques que c'est totalement anecdotique. Les vampires, voilà, constants dans la faiblesse, hein, que voulez-vous, les vampires c'est dur à la lutesse. Ensuite, les représentés athlétiques. Alors là, petite digression, la moyenne est basse, elle est de 0,93 points par match, 0,93 points par match. Mais si vous regardez le tableau à côté, les morts-vivants ont surperformé Buckler, mais Buckler a surperformé avec CMV. Il avait 2 points en moyenne par match, donc voilà, une moyenne de playoffable, évidemment. Et il a juste le tiers 2 qui était moins bien, mais sinon, il avait cartonné tout le long de la saison. Par contre, les élus du chaos et les renégats du chaos, ils creusent les fonds, les abysses du classement, les fonds du classement, avec des moyennes catastrophiques tout au long de l'année. À part les élus du chaos qui ont bien démarré, mais après ça s'est effondré, les élus du chaos finissent à 0,2 points par match, c'est-à-dire qu'ils ont fait 1 point sur le deuxième tiers de la saison, un match nul et 4 défaites. Pareil pour l'Alliance du Vieux Monde, on y reviendra. Et donc, du coup, pour les unireprésentants athlétiques, ça baisse drastiquement cette moyenne. Mais bon, là, sachant qu'il y a les morts-vivants et les autres. Voilà. Alors, les Snotlings, intéressant, regardez, les Snotlings, ceux qui souhaitent les prendre l'année prochaine, peut-être, en voyant que Bud Milka a réussi à les qualifier en playoff. Regardez-moi ça, il démarre à presque 2 points de moyenne par match sur le premier tiers, et puis après ça baisse, et à la fin de saison, hein, c'est un chemin de croix, c'est un calvaire, c'était très compliqué. Bud arrive, mais de justesse à qualifier ses Snotling, et Morrigan, voilà, il a chuté drastiquement aussi dans les classements, donc attention, si vous voulez jouer Snotling, ça risque, l'année prochaine, ça risque de ressembler à ça, hein. Ce sera une courbe descendante, évidemment, pour la forme de ce roster. Et après, on finit avec les équipes vraiment pour qui c'était catastrophique. Alors, les Norths, ils se réveillent à peine en fin de saison, mais vraiment, là, les Norths, c'était la croix et la bannière pour eux cette saison. Alors, est-ce que c'est le nouveau roster? Est-ce que c'est les joueurs qui ont sous-performé? Ça doit être un peu les deux, j'imagine, la combinaison des deux. Mais c'était une saison à oublier totalement pour ce roster. Peut-être que l'année prochaine, il sera plus pris, ou en tout cas pris par des coachs qui savent bien le manier, qui savent bien le gérer. Je ne veux pas dire que ceux qui l'ont joué là, Yusgul et Doc, ne savent pas le gérer, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais y a un temps d'adaptation certainement à la nouveauté du roster. Et les statistiques démontrent que c'est pas facile la Lutèce, les Norths, avec le nouveau type de roster. En tout cas, on le connaissait beaucoup plus performant dans son ancienne forme à la Lutèce que là. Enfin, un roster pour qui j'avais dit que ça allait être très difficile en début de saison. Regardez mes vidéos de début de saison, vous verrez. J'avais dit que les humains, ça allait être dur. Mais oui, il y avait quelques rookies qui le jouaient. Ça n'a pas dépassé 1,2 de moyenne sur l'année. Ça finit à 0,6. Donc, à peine quelques victoires et que des défaites derrière. Bon, c'est vrai que la moyenne baisse un peu à cause de Kel Flint qui a fait quelques abandons. Mais que voulez-vous, voilà, c'était très compliqué comme saison et comme fin de saison pour les humains. Les orques noirs, alors là, c'est toujours la même rengaine. Ça démarre doucement, ça accélère jamais et ça perd en vitesse. Alors, vous savez, la noblesse impériale, je la compare à un diesel qui démarre tout doucement et qui finit en beauté. La preuve en est cette année, avec une belle moyenne de fin de saison. Les orques noirs, c'est même pas un diesel, c'est quoi? C'est un Trabant, tiens, un Trabant. Vous voyez les Trabants est-allemands, c'est ça. Ça démarre à peine et puis ça ralentit et ça s'éteint sur la fin de saison. C'est ça les orques noirs. Donc pareil, si vous voulez les jouer l'année prochaine,
ça risque d'être la même chose, sauf à viser le crampon d'or. À mon avis, là, ceux qui ont joué Orque Noir, ils ont pas dû s'éclater beaucoup, parce qu'ils n'ont même pas atteint la moitié, je crois, du nombre d'agressions du crampon d'or cette année. Donc vraiment, vraiment très dur comme saison pour les Orques Noirs. Et enfin, bah ouais, des rosters pour qui c'est compliqué aussi la Lutèce. Ceux qui étaient unireprésentés et polyvalents cette année, les Gobs et l'Alliance du Joumonde. L'Alliance, malheureusement, c'est un roster très dur à jouer. J'en sais quelque chose puisque je l'ai joué l'année dernière. Et les Gobs, pareil. Les Gobs, c'est dur. On le sait très bien que c'est compliqué pour les Gobelins, que c'est dur. C'est une ligue qui n'est peut-être pas faite trop courte, pas faite pour les Gobelins, ou trop longue, comme vous voulez, mais qui n'est pas faite pour les Gobelins. Et voilà, les rosters qui n'arrivent pas à exprimer leur plein potentiel en 15 journées, ils se retrouvent en queue de peloton avec une moyenne catastrophique de 0,5 points par match en moyenne sur la fin de saison, même si le début et le milieu de saison étaient guère mieux. Donc voilà un premier panorama de cette fin de saison. Donc encore une fois, je répète, les rosters qui performent sur la fin de saison. Pour l'année prochaine, gardez-le bien en tête. Korn, ça performe pas mal sur la fin de saison. Les Hommes Lézards, évidemment. Les Elflings, on va dire que c'est une exception cette année. Les Nains, on le connaissait. Les Skaven, ça performe sur tout le long de la saison. Attention les fins de saison. Et bien sûr, les Nécromantiques qui connaissent toujours une croissance de leur force. Ça démarre doucement et puis ça y va crescendo assez vite. Les Elfes Noirs également qui... normalement, si vous les gérez bien, le deuxième tiers d'une saison est très très bon. Et puis après, il faut un peu mettre le haut là et surtout pour penser à protéger ses joueurs en vue des playoffs. C'est ce qu'a réussi à faire Nicap de manière merveilleuse. Malheureusement, il a retrouvé Griff sur son passage, mais hors Griff, il était largement, on pouvait le compter largement parmi les finalistes ou les demi-finalistes de la Lutèce. Voilà, donc ce premier panorama étant fait, regardons peut-être les coachs. Maintenant qu'on a fait les rosters, regardons les coachs qui ont bien performé sur la fin de saison. Vous verrez que là aussi, il y a quelques enseignements à avoir sur chacun de nous. Alors voilà, encore un autre tableau avec plein de chiffres. Vous allez voir, c'est très limpide, c'est très clair. Ici, j'ai répertorié en 2 colonnes en fait les positions de chacun des coachs J10 et leur position en J15, donc à la 15e journée. La différence de position en vert, c'est ceux qui ont gagné des places, en rouge bien évidemment ceux qui en ont perdu, et les points gagnés sur les 5 dernières journées du championnat. Et on voit tout de suite, alors les colonnes en vert, enfin les noms en vert, c'est les playoffs, ceux qui sont les 22 qui ont réussi à se qualifier en barrage ou en playoff. Et on voit tout de suite les coachs qui ont vraiment parfait. Alors, celui qui a fait la plus belle, la plus grande remontée, la chevauchée fantastique, la cavalcade de l'enfer, c'est Garden qui passe de la 35e à la 20e place. Honnêtement, je ne le voyais pas parmi les barragistes. J'avais dit à la fin de la J10 qu'il n'y arrivera pas, qu'il va lui manquer quelques points. Il l'a fait. Il fait 12 points. Et il gagne 15 points au classement, les gars, en 5 journées. 15 points, c'est énorme. Ça veut dire qu'il gagne 3 places par journée. C'est génial ce qu'il a fait, je trouve. C'est tout simplement le meilleur, Garden, le meilleur sur ce troisième tiers de la saison. Et il est suivi de pas loin par Nabolo. Nabolo, J10, il n'était pas playoffable, alors il n'était pas loin, hein, mais il finit à la 11e, il finit à une place du top 10 avec 13 points de gagné et 13 places de gagné également, donc super performance. Et en troisième place du podium, comme je le disais tout à l'heure, Akhtar qui rate de peu les playoffs, enfin de peu, il finit 31e, il part de très loin, il était 44e, il était vraiment au fond du trou, J10, et il finit 31e, mais en réalité 31e, entre le 31e et le 22e, il y avait très peu de points, il y avait 2-3 points d'écart à peine. Peut-être 3 points. Il fait 11 points. Ça veut dire qu'il manquait une victoire pour se qualifier en barrage des playoffs. Et il gagne 13 points sur les 5 derniers matchs joués. Derrière, on retrouve celui qui a le mieux perfait sur le troisième tiers avec 15 points. Le seul qui fait un carton plein sur
sur la fin de saison, 5 victoires, c'est Pixman. Rappelez-vous, je ne sais pas si vous vous rappelez de la vidéo de la J9 et de J10 que j'avais tournée au ski, j'avais dit que Pixman, sur le deuxième tiers, aimait se faire peur, il jouait à se faire peur. Il avait super bien démarré la saison et il avait très mal fini le deuxième tiers où il avait fait je crois 4 ou 5 points à peine. Il était quasiment sorti des playoffs, il était 18e, il se retrouvait J10 18e et avec 5 victoires, il gagne 12 polas et il se retrouve 6e en fin de championnat. Super perf pour Pixman, honnêtement super classement. Donc bravo à lui, bravo à lui. Et il rate de peu la finale, il perd je crois en quart, ouais c'est ça, il perd non, en demi, il fait demi-finaliste Pixman. Il perd malheureusement en demi-finaliste. J'ai assisté au match, c'était il était pas loin de remporter, hein. Il a foiré son attaque, mais sinon il était à ça de gagner contre Azroag. Il doit s'en vouloir, mais sa saison avec des orques a été monumentale. Honnêtement, elle a été monumentale. Et derrière Pixman, Bistouf, même s'il fait une saison totalement dans l'anonymat, il faut quand même remarquer qu'avec ses nains du chaos, il gagne 11 places. 11 places en faisant pas mal de belles victoires. Il passe de la 43e à la 32e place, donc juste derrière Akhtar. 11 places avec 10 points, donc il fait 3 victoires, 1 nul pour une défaite. Donc c'est pas mal. Et là, on voit quelques mal classés, comme Bistouf, Crouch et Syrax, qui finissent super bien leur saison. Regardez Syrax qui était au fond du trou, 55e en J10. Il gagne 8 places et il se retrouve 47e. Il fait quelques belles victoires et ça lui permet de finir la saison vraiment honorablement. Un autre qui a merveilleusement joué après un début de saison catastrophique, c'est Seeds. On le voyait carrément finaliste, playoffable. Il finit à la place du con, il finit 23e malheureusement. Mais sur le troisième tiers, il gagne 7 places avec 10 points de gagné. Il passe de la 30e à la 23e place. C'est un super résultat. On ne le voyait pas aussi haut, Seeds, pour une première saison de la Lutèce. Bon, je ne vais pas faire tous les coachs. Sinon que vous retrouverez pas dans le tableau, je suis sûr, mais on voit bien que les playoffables sont dans la première partie du tableau quand même, et quelques playoffables dans la deuxième. Ceux qui ont vraiment raté, foiré leur fin de saison, l'Aertis Olivier Dulac, alors c'est un foirage assez relatif parce que malgré tout, c'est des mecs qui se retrouvent, pour Olivier Dulac, il finit quand même top 10, il passe de la 5e à la 9e place, quand même 8 points. 8 points, c'est un super résultat pour derrière Lifelink en fin de saison. Mais quand même seulement, il perd 4 places avec 8 points. Donc on voit que là, pour ceux qui étaient en playoff, 8 points, ça veut dire 2 victoires, 2 nuls, si je compte bien. Eh bien, même 8 points, c'est insuffisant pour rester bien positionné dans un top 10. Il faut vraiment, c'est à la fin de saison. Et pareil pour la Artis, malgré 8 points, il perd 3 places. Donc on voit que sur la fin de saison, il faut vraiment perfer à mort. Il faut être vraiment hyper balèze parce que c'est des chiens de la casse qui jouent leur vie pour être en playoff, et tous les mecs qui sont playoffables J11, J12, ils vont tout faire, ils vont rien lâcher pour gagner tous leurs matchs. Donc on voit que même avec 2 victoires de nul, il y a des playoffables qui perdent des places. Alors certes, c'est totalement relatif puisqu'il s'agit de halfling, et on sait que pour les halflings, la fin de saison, c'est dur. Malgré tout, on voit ici, avec ces deux coachs-là, la RTC et le Vidulac, comment une fin de saison pour des playoffables est compliquée. Donc, raison de plus de leur dire bravo vraiment de la performance qu'ils ont réalisée. Alors tous les playoffables, mais surtout les Minus, Olivier Dulac et les Artis, parce qu'ils n'ont rien lâché et qu'ils ont été extraordinaires tout le long de la saison. Et surtout, ils n'ont rien lâché sur la fin de la saison face à vraiment des chiens de la casse qui étaient là prêts à mordre, prêts à bouffer le moindre point qui passait, quoi. Alors ceux qui sont vraiment joués à se faire peur, on voit parmi les playoffables Nikab, Bud Milka et surtout Dritz. Dritz, ici, il connaît un drame sur la fin de saison. Il passe de la 6e à la 15e place. Il perd 9 places au classement. Certes, il finit playoffable grâce à un premier et deuxième tiers extraordinaire, mais là, vraiment, regardez, et il sort du top 10 et
Bon, il se qualifie quand même, mais 9 places de perdu quand même. Et Bud Milka, c'était pire encore. Alors, il n'était pas dans le top 10, mais il passe de la 13e à la 21e place. C'est-à-dire que ça se joue à rien, qu'il ne soit même pas au playoff. Alors, pareil, il jouait Minus cette année. Bravo, félicitations, bravo à lui. C'était génial ce qu'il a fait. Mais Snotling, attention, ça peut être une saison, si vous voulez jouer Minus l'année prochaine et Snotling, ça peut être une saison assez frustrante. Bud Milka, avec son expérience et sa science du jeu, a réussi à s'en sortir, a réussi à les qualifier en playoff. Ça ne veut pas dire que tout le monde y arrivera. Et je donne mon main à couper que l'année prochaine, s'il y en a qui veulent jouer Minus, il va y avoir quelques coachs frustrés. Surtout que, comme je me suis permis de le dire sur le forum, moi je sens comme ça au pif que ça va être la foire au bourrin l'année prochaine. Déjà, moi je le dis, je jouerai bourrin, je l'annonce d'office. Et donc attention les Minus quand même, attention parce que une fois ça va, mais deux, les Lutétiens ne vous laisseront pas passer. Donc là, les Halflings et les Snots sont tombés je pense dans le bon créneau. Ils ont bien visé, ils ont bien visé le bon créneau pour jouer Minus. L'année prochaine, je vous dis, ça ne va pas être la même rengaine. Voilà. Et alors les derniers, ceux qui ont vraiment sous-performé, même si il y en a qui ont quand même gagné pas mal de points, comme Laragne et Pedro ou Baba Yara, on voit qu'avec 5 points, alors qu'ils étaient tous les deux playoffables J10, avec 5 points, bah, vous sortez des barrages. 5 points, c'est une victoire, 2 nuls, bah, vous n'êtes pas en playoff sur la fin de saison. Donc Baba Yara perd 9 places, Laragne et Pedro carrément 11 places de perdu. C'est dur pour eux, je sais bien, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc, encore une fois, les playoffs, le money time, la fin de saison, si vous ne faites pas 9-10 points, bah, ça va être compliqué pour vous. Faut le garder en tête, ça. Fin de saison, c'est 10 points pour assurer une bonne place de playoffable. Regardez les mecs comme pour qui c'était quand même pas gagné tout de suite. Il est où Yaouch là-dedans? Yaouch, 8 points. Heureusement pour lui, il passe de la 19e à la 18e. Donc je vous dis, 8 points, c'est juste. Il faut 8-9 points. Hein. Bon, Martoni et lui, ils avaient tellement d'avance, un Schramm pareil, qu'eux, ils peuvent se permettre de faire 8 points. Mais par exemple, un Chouf, il a fait que 8 points. Et il n'a jamais pu rêver d'atteindre les playoffs avec 8 points. Il aurait fallu 11-12 points pour qu'il puisse atteindre les playoffs. Donc vous voyez, la fin de saison, voilà, c'est vraiment le money time, ça s'appelle pas le money time pour rien. C'est là où tout se joue et voilà, faut sortir les crocs et se battre pour le moindre carré de terrain de Blood Bowl parce que les autres en face, ils laisseront rien passer. Voilà, et puis après, alors un autre vraiment, j'ai oublié, pardon, je l'ai gardé pour la fin. Le coach qui vit un drame, le coach qui a vécu le drame de cette fin de saison, alors c'est Manu évidemment. Il était playoffable, je rappelle, J10. Il perd 12 places, 28e. Il finit 28e la fin de saison. Il perd 12 places, il fait que 4 points. Donc voilà, il sort des playoffs, il sort des barrages et il finit dans l'anonymat le plus complet. Donc vraiment, pour lui, c'est le grand perdant de cette fin de saison. Outre l'Aragne et Pedro, c'est Manu. Voilà. Donc 2 équipes humaines, comme je disais, pourtant des coachs expérimentés, 2 équipes humaines. J'avais dit que ça allait être dur pour eux à la fin de saison, c'était dur. Bon, je ne parle pas de Gongon, évidemment. Et Gobbs, je l'avais dit dès le début de saison, alors qu'il perfait bien sur le premier tiers de la saison, j'allais dire attention, vu sa fin de saison, ça risque d'être dramatique. Ça l'a été. Moi, on se place comme Laragne et Pedro, surtout 1 point sur les 5 derniers matchs joués. Bah, quasiment tout le monde a fait pareil, a fait mieux. Pardonnez-moi, quasiment tout le monde a fait mieux. Il n'y a que Mamet, Ma Big Burger et Alchemy qui ont fait 1 point. C'est pour vous dire la sous-performance de Gobbs avec ses élus du chaos. Mais vraiment, le grand perdant, encore une fois, je me permets de le répéter, je remue le couteau dans la plaie, le grand perdant de cette fin de saison, c'est Manu. Il sort des playoffs et il finit vraiment en eau de boudin. Saison finie en eau de boudin. Il perd 12 places. C'est celui qui à part la team de Gongon, c'est celui qui a perdu le plus de places sur la fin de saison. Voilà, donc je laisse le tableau ici encore un petit peu si vous n'avez pas eu le temps de regarder où vous vous positionnez à peu près sur la fin de saison dans ce tableau-là. Et on va parler surtout là des stats
des stats générales en fait par type de performance, et on va regarder ceux qui ont le mieux performé dans les touchdowns, dans les défenses, dans les agressions, etc. Et ceux qui ont été vraiment très mauvais dans ces différentes disciplines. Voilà. Allez, on regarde ça en détail tout de suite. Et voilà, encore un tableau. Vous allez me dire, il nous barbe avec ces tableaux, mais là, en tout cas, je l'ai mis en grand. J'espère que tout le monde le verra bien. D'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires si cette forme de présentation vous va, si pour la fin de saison vous voulez une autre forme de présentation. Je précise aussi que ça y est, je me suis mis, vous avez vu, j'ai changé d'ordi, je me suis mis à OBS Studio aussi. Alors je ne sais pas ce que ça va donner en vidéo. Sachez quand même que pour moi c'est beaucoup plus simple de filmer sur OBS que sur mon téléphone, parce que sur le téléphone j'étais obligé de filmer, en même temps je m'enregistrais le son du micro sur une autre piste, il fallait que je mixe les deux, il fallait que je modifie les résolutions ensuite du téléphone, enfin c'était une vraie galère. OBS ça permet de tout filmer en un, le son, les différentes caméras. Bon, pour l'instant j'en ai qu'une, mais je vais bientôt avoir une deuxième caméra. Donc voilà, ça permet de tout jongler en même temps et avoir un seul rendu en fin de vidéo. Donc dites-moi si ça vous va ou pas. Sinon, je me changerai. Je m'adapte à vos desiderata, les lutétiens, il n'y a pas de souci. Alors, bref, ces sons-là, c'est palabre. Entrons peut-être dans le... Voilà, alors j'aime bien le dire dans le vif du sujet, mais entrons dans les stats générales pour regarder vraiment statistique par statistique comment ça a perfait sur la fin de saison. Et on voit tout de suite, on va parler d'abord des touchdowns. Donc les moyennes qui sont présentées là, c'est les moyennes pareilles, tier 1, tier 2, tier 3, moyenne de touchdowns par équipe. Donc on voit tout de suite, et ça va être pareil pour toutes les stats, donc on voit tout de suite que le tier 3 c'était celui où on a le plus perfait, puisqu'on a marqué 1,19 touchdowns par équipe et par match. Le deuxième tiers c'était celui qui était le moins bon, et le premier tiers, le tiers moyen. Sur les 5 matchs, au total en moyenne, chacune des équipes a marqué donc 5,96 touchdowns sur les 5 matchs joués. Ça donne une moyenne de 1,19 par match. Donc on voit que c'est vraiment sur le troisième tiers de la saison que nous sommes lâchés en termes de touchdown. Sachant en plus que la pire journée de l'année, c'était la J13, donc dans le troisième tiers, on avait marqué que 57 touchdowns sur la journée. Ça veut dire que malgré la pire journée, la journée la moins prolifique sur le troisième tiers, on a quand même la meilleure moyenne. Ça veut dire qu'on s'est lâché comme des bêtes sur les 4 autres journées de ce troisième tiers et qu'on a vraiment défoncé les statistiques sur ces 4 autres journées parce que la J13 nous baisse la moyenne. Je le dis tout de suite, on le verra dans l'autre vidéo, la moyenne cette année est bien mieux que l'année dernière. C'est peut-être dû effectivement au fait qu'il y ait plus d'équipes elfes, mais on a vraiment surperformé sur les touchdowns marqués cette année. En tout cas, au niveau des statistiques lutétiennes. Alors, au niveau des rosters, rapidement, parce qu'il y a pas mal de stats à faire. Les meilleurs, là pour le coup, voilà, je fais individuellement par roster. Donc même s'il y a des rosters unis représentés, je les mets quand même. C'est les Elfes Sylvains, 2,2 touchdowns, on les connaît les Elfes Sylvains, et puis encore une fois joué par Zaiko. Superbe moyenne de plus de 2 touchdowns par match sur la fin de saison. Voilà, que voulez-vous qu'on vous dise, il a parfait tout le long de la saison. Derrière les Skaven, un roster toujours qui a beaucoup de facilité à marquer, donc superbe résultat aussi des Skaven. Enfin les Hommes Lézards, pareil, un roster qui performe toujours bien en termes de touchdown, 1,7 touchdown de marqué. Encore une fois, 4 équipes Hommes Lézards, donc la moyenne est très belle, alors même qu'il y a 4 équipes Hommes Lézards, alors qu'il n'y a qu'une seule équipe Elfes Sylvains. Ceux qui ont le moins bien parfait, les élus du chaos, 0,4 touchdowns seulement, les orques noirs, tous les rosters qui ont vraiment eu du mal sur la fin de saison, 0,5, les gobs, les renégats du chaos, et les slans aussi, 0,6 touchdowns de marqués seulement, donc c'est vraiment des moyennes faméliques. Alors en individuel, on aurait pu penser que c'est Zaiko qui a marqué le plus de touchdowns, que nenni. C'est Azmogi qui a vraiment surperformé sur la fin de saison avec 13 touchdowns. Il a vraiment bien joué et sa qualification en playoff dans le top 10 est vraiment une belle récompense pour lui, évidemment, et qui démontre que c'est un super rookie, super coach, et on espère l'avoir l'année prochaine. 13 touchdowns, extraordinaire résultat pour Azmogi.
Derrière, les vibriscars connus, Ashram 12 touchdowns, Azroag 11 avec Nabolo, et Zaiko aussi 11 touchdowns, hein, donc 2,2 en moyenne, hein, si on compte bien. Donc voilà les coachs qui ont vraiment surperformé en termes de touchdown sur la fin de saison. Et ceux qui ont été pas bons, Gobbs, Galadjin, donc KO, Orque Noir, Gongon, la team à Gongon forcément. Et puis Ankh-Morpork qui se retrouve là aussi. 2 touchdowns seulement sur le troisième tiers de la saison. Bon voilà, il finit pareil dans l'anonymat le plus complet. Ouais, il a du mal à marquer même avec des O-Elf. C'est-à-dire que Azroag Nabolo marque 11 avec des O-Elf et Ankh-Morpork 2 seulement touchdown sur la fin de saison. Donc il y a quelque chose qui ne va pas peut-être dans la stratégie employée par Ankh-Morpork au niveau de son jeu O-Elf. Bien, passons en défense maintenant. Les défenses, forcément, la moyenne est la même. Hein. On a marqué autant de touchdowns qu'on a encaissé, c'est normal. Et donc, c'est là où les défenses ont été les plus perméables, forcément, puisque c'est là où on a marqué le plus de touchdowns. Donc, je ne reviens pas sur la moyenne, même si c'est la meilleure moyenne de touchdowns marqués, mais aussi encaissés. Alors, au niveau des rosters, les rosters les plus imperméables, donc c'était les morts vivants, ceux qui ont pris le moins de touchdowns, 0,6 seulement touchdowns encaissés. Les nécros qui ont bien fini la saison, on en a parlé tout à l'heure, 0,75. Et enfin, des rosters solides, Nain, Ducalo et Elf Sylvain, 0,8. Donc vous voyez, je crois que les Elf Sylvain, c'est ceux qui ont le plus gros gap entre touchdown marqué et touchdown encaissé. 2,2 touchdowns marqués et seulement 0,8 d'encaissés. Donc, superbe résultat sur la fin de saison pour les Elfes suivants. On pensait que Zaiko allait aller plus loin dans les playoffs. Malheureusement, il est tombé sur un abolo de compétition et on sait comment ça s'est terminé. Alors, ceux qui ont encaissé le plus de touchdowns, les Renégats du Chaos et les Slans. Alors, pareil, les Slans, je crois que c'est ceux qui ont et les Renégats du Chaos aussi, le pire ratio dans l'autre sens. Le moins de touchdowns marqués, enfin, parmi ceux qui ont marqué le moins de touchdowns avec 0,6 touchdowns marqués et 2 touchdowns par match d'encaissés. Donc c'est moyenne vraiment catastrophique. Et juste derrière, les humains 1,9 et l'Alliance du Monde 1,8. Voilà des rosters qui ont eu énormément du mal sur toute la saison et puis sur la fin de saison également. Alors en individuel, forcément, alors on pensait que mort-vivant Buckler serait là. Non, Buckler est derrière. D'abord, c'est Pixman, Kral JC, le liquide et SSB, donc 2 nécros, un homme lézard et un orc, 2 touchdowns d'encaissés seulement. Et derrière, des coachs qui ont bien fini sur la fin de saison, on en a parlé tout à l'heure, Seeds, Garden, Bistouf, Buckler donc, et Bozo également, 3 touchdowns seulement d'encaissés. Et ceux qui ont vraiment été les plus mauvais, Mamet, 12 touchdowns, ça fait, si je compte bien, en 5 journées, presque 3, 4, 5, 3 par match, presque, plus de 2 par match en tout cas. Et derrière, à 2 touchdowns, avec 10 touchdowns encaissés, on a Alchemy, Dexine, Yeti Six et RDL aussi. Ouais, ça fait mal pour ces coachs-là qui finissent vraiment, qui ont vécu une fin de saison cauchemardesque. Bien, voilà, passons maintenant aux passes. Passons aux passes, ouais, voilà. Alors, vous allez voir, le troisième tiers était meilleur que les tiers précédents. Ça va être pareil avec quasiment toutes les statistiques. On a vraiment surperformé sur le troisième tiers. Encore une fois, le money time, on a tout lâché, on a tout donné. À chaque fois, les stats sont les meilleurs dans le troisième tiers. Et donc là, on fait 0,62 passes par match. Ça fait en tout 3,1 passes sur les 5 matchs joués par équipe. Alors la moyenne est quasiment identique au tiers 1, mais elle est un petit peu meilleure. Et en T2, vous n'en étiez pas bon. Maintenant, il faut préciser que le record de passes, on s'est vraiment lâché J1. On a fait 47 passes en première journée. Les coachs, vraiment, ils faisaient des passes entre le receveur, enfin leur lanceur et le receveur. Après, on a arrêté cette pratique, je trouve, je pense. Du coup, on n'a jamais pu atteindre le record de la J1, 47 passes réussies. Malgré tout, sur la fin de saison, c'est dû beaucoup à Azroag, naturellement. On finit avec la meilleure moyenne de 0,62 passes par match par équipe. Alors, je parlais d'Azroag, il remonte la moyenne. Regardez, cet écart énorme entre les O-Elf et les autres. Il y a vraiment les O-Elf et les autres rosters. 2,36 passes en moyenne par équipe par match pour les O-Elf. Et derrière, c'est anecdotique. L'Union Elfique
et l'Alliance du Vieux-Monde, 1,2 passes par match. Après, ceux qui n'ont vraiment pas fait de passe ou presque pas, les Gobelins, alors là je suis étonné, 0 passe, ça veut dire que le propre n'a réussi aucun lancer de Gobelins avec ses trolls. Ceci explique peut-être sa mauvaise fin de saison. Bah ouais, pas de one turn, donc pas de touchdown, donc pas de victoire, probablement. 0 passe réussi. Derrière Snotling, Korn. Alors Snotling c'est étonnant. Korn, Homme Lézard et Necro, oui, c'est pas des équipes qui font des passes. Donc c'est peut-être plus raisonnable ces statistiques-là. Mais on voit que les Minus qui ont sous-performé, ce sont ceux qui n'ont vraiment pas réussi de passe et donc pas de one turn sur la fin de saison. Alors en individuel, je disais, il y a Azroag et le reste. Azroag, 22 passes sur les 10 matchs, les 5 matchs joués, pardonnez-moi. Et derrière, deux autres OALF, Nico 12 passes et Sobek 11 passes. Voilà, il y a les OALF, il y a le reste. Tout le reste, là vous voyez, alors je ne vais pas les citer tous, mais il y a des coachs qui n'ont pas fait de passe du tout sur la fin de saison. Et je crois qu'il y en a qui n'ont pas fait de passe du tout sur tout le long de la saison. Bon, ils sont là, je les ai listés, je ne veux pas non plus les citer, mais il y a quelques slans, il y a du nécro, c'est normal. Il y a les 3 nécros, hein. Il n'y a que Magus qui a fait des passes. Donc voilà, mais c'est logique, on va dire, c'est logique. Allez, parlons de ce qui vous intéresse, les sorties, la baston, la castagne, la violence. D'abord les sorties. Alors les sorties, vraiment là c'est les sorties OD, hein. C'est vraiment stat sorties OD. Encore une fois, troisième tiers, c'est le meilleur tiers de la saison. On fait 1,91 sorties par match par équipe en moyenne, ce qui fait 9,57 sorties en moyenne sur le troisième tiers par équipe. Sachant que la meilleure journée, c'est la 13e journée, 118 sorties de réalisées sur les 28 matchs joués. Donc je vous laisse calculer la moyenne, c'est énorme, c'est juste énorme. Alors, qui étaient les rosters les meilleurs dans ces perfs-là? Les morts-vivants. Ils ont tout défouraillé sur tout le long de la saison et le troisième tiers ne fait pas exception à la règle. 3,2 sorties réalisées au dé par match par Buckler. Derrière, on a les nains avec 3 sorties, donc pas loin, vraiment très près des morts-vivants. Et enfin, les élus du chaos et les halflings. Les halflings, 2,8 sorties par match, presque 3 sorties par match réalisées par les halflings en moyenne. Extraordinaire résultat. Bravo, chapeau à eux. Je ne sais plus s'il faut les classer parmi les minus ou parmi les équipes athlétiques. Je ne sais plus, moi. Dites-le moi, parce que moi, je suis perdu là avec eux. Je ne sais plus où les mettre, là, halfling. Non, je rigole. Alors, forcément, de l'autre côté de la barrière, l'Union Elfique, c'était catastrophique. 0,4 sorties de réalisées seulement en moyenne sur la fin de saison. Et j'en sais quelque chose. À un moment, j'ai arrêté de faire des blocages, tout simplement. Alors là, plus étonnant, les renégats du chaos. Alors là, Yeti, il va falloir que tu nous expliques. Même pas une sortie en moyenne par match sur la fin de saison. Certes, ça explique certainement ta saison en autre boudin, mais là, vraiment, même avec 3 big guys, pas faire une seule sortie, pas capable de faire une sortie par match en moyenne, je sais pas. Je sais pas comment tu as réussi cet exploit-là. Enfin, l'Alliance du Vieux-Monde et ma Big Burger réussit à peine à faire une sortie, un petit peu plus d'une sortie par match. Normalement, l'Alliance du Vieux-Monde, ça reste quand même une équipe polyvalente plutôt costaud. Normalement, ça doit faire plus. Si une équipe Alliance du Vieux-Monde veut perfer en fin de saison, ça doit faire 2 sorties en moyenne, presque 2 sorties en moyenne par match. C'est vraiment trop peu là pour perfer. Alors pareil, en individuel, belle surprise, grosse surprise. Azmogi. Azmogi coiffe tout le monde au poteau. 19 sorties réalisées par Azmogi sur les 5 matchs joués. Tout simplement, il s'est dit, je vais castagner tout le monde, ça va être plus facile pour marquer. Et il l'a réussi. 19 sorties avec les Hommes Lézards. Alors certes, les Hommes Lézards, vous allez me dire, en fin de saison, ça cogne. Ouais, là, il a bien cogné. Les Buckler, les Imperator Day, etc., ils sont derrière. C'est Azmogi, number one, en termes de touchdown marqué et en termes de sorties réalisées. Le petit rookie, voilà, il a sorti une fin de saison de son chapeau qui nous a tous bluffés. Hein. Encore une fois, meilleur marqueur, meilleur sorteur. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur la fin de saison? Sur la fin de saison, parce que sur la totalité de la saison, c'est pas ça, mais ce sera dans une prochaine vidéo. Derrière, Imperator Day, lui, alors, il a castagné tout au long de la saison. Il a juste une sortie d'Azmogi sur la fin de saison.
Et ça se joue à pas grand-chose sur le bachelor entre lui et Buckler. Mais encore une fois, ce sera dans la vidéo prochaine. Et derrière, Laertius, voilà, il a fait son petit bonhomme de chemin. Il se dit, j'agresse pas, moi. Moi, j'ai pas besoin d'agresser. Moi, je vais cogner. Je vais taper fort et je vais dégommer du monde. Et ben, il en a dégommé. Il est qu'à 2 sorties du meilleur d'Azmogi. Il a fait 17 sorties en 5 matchs avec des halflings. Merveilleux. Que voulez-vous que je vous dise? Merveilleux. Les plus mauvais, des elfes. Syrax et moi en union elfique, accompagné par un Kmorpork. 2 sorties en 5 matchs qu'on a fait. Je vous dis, j'arrête de lancer des dés de blocage, moi, à la fin de saison. Nico, là, ça démontre sa fin de saison totalement ratée aussi. Et Degsign et Yeti, j'en parlais tout à l'heure. 4 sorties de réaliser, même pas une sortie par match par Yeti. Et même Degsign, c'était dur pour les vampires à la fin de saison. En termes de blessures subies maintenant, alors encore une fois, je répète, les blessures subies, c'est pas que les sorties quand c'est pris dans la gueule, c'est aussi les blessures dues aux sorciers, dues aux esquives ratées, aux GFI ratés. Alors, vous allez me dire, j'ai pas toutes les stats, certes, je ne peux répertorier que les stats qu'on me donne. Donc peut-être que parmi les résultats qui sont là, il y en a qui sont légèrement biaisés. Mais bon, les moyennes seraient de toute manière à peu près celles-là. Ça bougerait sur des centièmes et à peine peut-être un dixième qui serait modifié. C'est pas grand-chose. Donc ça serait non significatif comme changement, comme modification. Quoi qu'il en soit, même avec les stats que j'ai, on voit bien que c'est en fin de saison qu'on s'est fait sortir le plus de joueurs. Et là, la différence est énorme entre le premier et le deuxième tiers et le troisième tiers. 2,36 sorties subies, donc presque 2,5 sorties subies par match par équipe, ce qui donne presque 12 sorties prises dans la gueule sur le troisième tiers par équipe. Sachant encore une fois que c'est sur la fin de saison qu'on s'est vraiment lâché. On va le voir tout à l'heure pourquoi. 137 sorties au total sur la 15e journée. La meilleure journée de l'année en termes de sorties, la plus violente en fait, c'était la 15e journée avec 137 sorties subies de différentes manières par nos équipes. Alors, quels ont été les rosters les moins sortis, les plus solides, on va dire. Vous imaginez bien qu'on va retrouver les nains et les orques. Les nains, 1,2 sorties seulement. Mais entre les nains et les orques, on a le roster qui a le mieux parfait sur la fin de saison, à savoir les démons de corne, 1,3, donc hyper solide sur la fin de saison. Bonne leçon pour les ligues à venir. Les démons de corne, voilà, ça perf bien sur la fin de saison. Si vous voulez jouer un roster solide, qui va jouer de manière solide, qui va être très solide sur la fin de saison, démons de corne, c'est peut-être fait pour vous. Enfin, les orques, les orques avec leurs armures quasiment impassables. Super moyenne aussi, une 52 sorties subies seulement en moyenne par les orques sur la fin de saison. Et derrière, ceux qui sont pris le plus dans la gueule, alors là, belle, ou je sais pas si belle ou pas, mais énorme surprise en tout cas, Renégat du Chaos. Renégat du Chaos, 4,2 sorties subies dans la gueule sur la fin de saison. Ils font même pas une sortie par match sur la fin de saison et ils en prennent 4,2 dans la tranche. Alors certes, encore une fois, la moyenne est due au fait que le roster est joué par un seul coach, à savoir Yeti Six. Je ne remets pas en question la capacité à jouer de Yeti, c'est pas ça. Je dis juste que soit il a vraiment pas eu de bol, soit il a eu du mal à s'adapter à ce roster-là, soit je ne sais pas ce qui s'est passé, mais 4,2 sorties, c'est-à-dire qu'il est devant ou derrière, si vous voulez, il est le plus mauvais, il est encore plus mauvais en termes de sorties subies que des Snotling ou que des Minus. Autre minus, parce que les Snotling, on dit, c'est un 3,5. L'écart est énorme, 3,5 sorties subies par les Snotling, alors que lui, il subit plus de 4 sorties par match sur la fin de saison. C'est catastrophique pour les Renégat du Chaos. 3,5, donc les Snotling derrière, on savait que ça allait être dur pour eux. Ça l'a été avec pas mal de sorties subies. Mais bon, 3,5, c'est pas grave quand on est 14 sur le terrain, hein, n'est-ce pas? Et derrière, là où c'était plus dur, c'est que juste derrière, on a les Gobs. Là, ils ne sont pas 14 sur le terrain. Alors, ils sont peut-être 16 dans l'équipe, mais ils ne sont pas 14 sur le terrain. Et surtout, l'Alliance du Vu-Monde, 3,4 sorties subies aussi pour l'Alliance du Vu-Monde. C'est trop pour parfait avec ce roster-là. Ça doit faire autant de sorties réalisées que de sorties subies dans la gueule pour arriver à parfait avec ce roster. Et là, on voit que c'est presque 3 fois plus de sorties pris dans la tronche par Marbig Burger que de sorties réalisées. Forcément, tu peux pas parfait sur une fin de saison avec un roster qui subit 3 fois plus de sorties qu'il n'en réalise. Sauf si tu es un elfe. Mais là, il ne l'était pas. Alors,
En individuel, qui ont été les coachs les plus solides? Alors des nains du chaos, Bistouf, on a dit tout à l'heure que Bistouf avait fait une fin de saison très bonne, et ben on le voit là, il est hyper solide, 3 sorties seulement subies. Et Imperator Day, alors là Imperator Day c'est celui qui a le plus gros gap entre sorties réalisées et sorties subies. Je rappelle qu'il a fait 18 sorties au dé et il a subi seulement 3 sorties, il a pris seulement 3 sorties, donc il y a 15 sorties d'écart. C'est le roulement qui est pour beaucoup, et puis notre match tous les deux, je crois que tu me fais 7 ou 8 sorties aussi. Donc, ouais, ça va avec. Et derrière, des coachs assez solides, mais bon, je ne veux pas tous les citer, mais ils sont très loin. Ils sont à 6 sorties subies, alors que les deux de devant, ils sont à 3 sorties subies seulement. Donc, l'écart est énorme. Alors, ça, c'était ceux qui ne sont pas pris beaucoup de sorties. À l'inverse, ceux qui sont pris vraiment dans la tranche en individuel sur la fin de saison. Olivier Dulac, 22 sorties. Halfling, c'est dur. Hein. Alors, il a super parfait sur la fin de saison. Enfin, sur tout le long de la saison, il a parfait. On a vu tout à l'heure que la fin de saison était un petit peu plus dure pour lui. Il a perdu quelques places au classement. Bah, ça se voit dans ces stats-là. Il a pris 22 sorties dans la tranche quand même avec son équipe. C'est beaucoup, 22 en 5 matchs. Yeti, je le disais, 21 sorties subies avec des renégats du chaos. Moins que Halfling, mais plus que des Snotlings. Avec des renégats du chaos, c'est horrible. Donc encore une fois, je répète, Yeti Slicks, 21 sorties subies, à peine une sortie de moins de subie que les Halflings d'Olivier Dulac, et plus que des Snotlings de Bud ou de Morrigan. Juste derrière, c'est Bud Milka, 20 sorties subies, donc si je compte bien, ça fait 4 sorties par match. Yeti, il est derrière, il est encore plus mauvais en termes de sorties subies que Bud Milka. Alors, sortie publique par match, on va pas en parler parce qu'il n'y en a pas eu énormément. Juste pour vous dire qu'on était vraiment très bon sur le début de saison. On avait fait quelques sorties publiques et puis après, c'était totalement anecdotique. Les meilleurs, c'était les nains du chaos et Noblesse qui ont fait 2 sorties publiques sur ce deuxième tiers de la saison. Et en individuel, le seul qui a fait 2 sorties publiques, c'est Bozo. Donc voilà, je le mets là. Mais on parlera plus de cette stat quand on fera le résumé de la fin de saison. Enfin, quand on fera le résumé, pardonnez-moi, de la totalité de la saison. Moi, je vais vite sur cette stat parce qu'elle elle est vraiment pas significative. Sinon, pour vous dire qu'on a fait moins que l'année dernière. L'année dernière, on était vraiment beaucoup plus. Notre public était beaucoup plus violent que cette année. Alors voilà une stat qui vous intéresse, petit coquin, évidemment, c'est les agressions. Le crampon d'or. Alors encore une fois, on s'est lâché sur la fin de saison. La meilleure journée, encore une fois, je le disais tout à l'heure, c'est celle qui était la plus violente. On le voit ici, 28 agressions en J15. La journée la plus cramponneuse, la plus cramponnée, c'était bien la J15. Fin de saison en beauté, voilà, en exultation totale, le feu d'artifice en termes d'agression. En moyenne, ça fait 0, j'ai du mal à dire 0,38, presque 39 sorties par match par équipe sur la fin de saison. Énorme résultat. Regardez par rapport au début de saison, c'est presque, c'est plus, c'est presque 0,2 de plus en moyenne. On double presque ce résultat. Ce qui fait presque 2 sorties en moyenne par équipe, en moyenne par équipe sur le troisième tiers. 2 sorties sur agression, encore une fois. C'est énorme. 2 agressions réalisées par équipe en moyenne, sachant qu'il y a des équipes qui n'agressent pas du tout. C'est un super résultat. On verra si on a fait mieux ou moins bien l'année dernière dans l'autre vidéo. Alors, qui étaient les rosters qui ont le mieux agressé? Les Slan, presque 1,8, donc presque 2 agressions par match sur la fin de saison. Il avait joué longtemps le crampon d'or, le père à Redel. Il l'a raté de pas loin, mais vraiment un super résultat sur la fin de saison. Buckler aussi, une agression par match. Voilà, il s'est lâché sur la fin de saison, Buckler. Il a sorti les crampons. Il a cramponné à tout va. Une sortie sur agression par match. Ça lui augmente sa moyenne de destruction, évidemment. Et puis les elfes noirs aussi, ils sont lâchés pareil. Alors les violents, les frénétiques, elfes noirs, les sanguins, ils sont lâchés aussi. 0,7 agressions réussies par match, c'est pas mal comme résultat. Les elfes noirs qui d'habitude n'agressent pas, et très peu en tout cas. Il suffit d'avoir un déloyal sournois et c'est bon, on est d'accord. Alors il y a quelques rosters qui n'ont pas agressé du tout, ils sont là, la Noblesse Impériale, l'Alliance du Monde, les Elfes Sylvains et les Renégats du Chaos. 0 agression réalisée sur la fin de saison. Alors en termes d'agression, en termes individuels, Crampon d'or,
C'est l'araignée Pedro. Hein. Il dépasse Aredel. 10 agressions réalisées sur la fin de saison. Superbe résultat. Voilà, ça fait 2 agressions en moyenne par match. Je vends la mèche, c'est eux le crampon d'or évidemment. Aredel, il croyait, mais il est loin quand même. Au total, parce que sur la fin de saison, il était à une agression près de l'araignée Pedro. Et en troisième place, Kral et JC, étrangement, au homme lézard, pareil, ils se sont lâchés. 8 agressions réalisées, 8 agressions réussies sur la fin de saison. Voilà. Ils se sont dit, tiens, si on peut pas gagner la loyale, on va agresser, il y aura moins de joueurs en face dans l'équipe adverse. Ça nous permettra à nos skins de passer plus facilement. C'est une bonne stratégie, ça marche bien. 8 agressions réussies, donc presque 2 agressions par match réussies sur la fin de saison. Bravo Kral et JC. Alors je ne vais pas parler de ceux qui n'ont pas agressé du tout, il y en a beaucoup. Ils se reconnaîtront, vous vous reconnaîtrez, c'est pas grave, on a le droit de pas agresser. Juste, je remarque qu'effectivement, vous voyez bien, il y a une absence significative dans ce classement-là. Les gobs, même s'ils ont bien perfé sur la totalité de la saison, et les orques noirs, on ne les voit pas. Donc, ceci explique peut-être la saison catastrophique des orques noirs, mais ils n'ont pas agressé les orques noirs, presque pas. Il faut jouer agression, orques noirs, les gars. Alors maintenant, ceux qui ont pris le plus de crampons dans la tranche, le crampon aiguisé, les agressions subies. Alors la moyenne est la même, on ne va pas revenir là-dessus. La meilleure journée, c'est la même. C'est là où on s'est pris le plus d'agressions, c'est la J15. Excellente moyenne sur le troisième tiers. Alors, quels étaient les rosters les plus solides? Les Snotlings. Les Snotlings, les coachs avaient peur d'agresser les Snotlings pour ne pas s'en prendre une en retour. Les Snotlings n'ont subi aucune agression sur la fin de saison. Zéro, nada, que dalle. Personne n'a voulu agresser les Snotlings. Pareil, nains et hommes lézards, personne ne veut agresser les skinks, c'est étrange. Bon, les nains, je veux bien comprendre, mais l'homme lézard, là, je comprends pas. Presque pas d'agression subie. Enfin, les humains, alors là aussi, ça peut se comprendre parce que les humains, ça agresse quand même, surtout s'il y a Pedro et l'araignée en face. 0,15 agressions subies par match seulement par ce roster-là. Donc, bizarre, il aurait dû mieux parfait que ce qu'il a fait sur la fin de saison. Alors, ceux qui se sont pris le plus dans la tronche, les elfes d'abord. Elf Sylvain 1,4. Zaiko n'arrivait pas à avoir meilleur access. Donc, les adversaires se sont vengés sur ses joueurs. Et ils ont marché sur la tronche de ses joueurs. Et il a subi quelques morts quand même, Zaiko. Donc, beaucoup d'agressions subies surtout. Les elfes noirs aussi, ils ont pris une agression par match en moyenne. Et l'Alliance du Vu-Monde, pareil, le pauvre Mobby Burger, il se faisait marcher dessus, il s'est pris beaucoup de touchdowns, beaucoup de sorties, et en plus on l'a beaucoup agressé. Donc forcément la fin de saison ne pouvait être que catastrophique pour lui. En individuel, y a plein de coachs qui ne se sont pas fait agresser du tout. Je ne vais pas les citer, ils sont là, mais on a certains des playoffables, les Pagnol, Pixman, Fracas, SSB, Kral. Voilà, et puis Imperator Day évidemment, Bud, on retrouve Lots Notling, Morrigan, du coup je vais tous les dire. Kelflint également, Kelflint, comme il a eu deux abandons, il a joué que 3 matchs, c'est peut-être plus facile de ne pas se faire agresser, c'est une bonne tactique. Melfios également, Liquide, des nécros qui sont solides sur pattes, on a du mal à les agresser. Doug Grodznik aussi, donc voilà, ces coachs sont là. À l'inverse, ceux qui se sont fait le plus marcher sur la tronche, donc les Elfsylvains de Zaiko, je l'ai dit, mais ils sont rejoints par Magus. Alors, donc vous voyez, il y a 3 nécros, SSB, le Liquide et Melfios qui ne sont pas fait agresser du tout. Et dans l'autre sens, vous avez un Magus qui s'est pris 7 agressions. Il s'est pris toutes les agressions que les nécros se sont pris, c'est lui qui se les a pris. 7 agressions subies, autant que Zaiko, autant que des Elfsylvains. Donc Magus, explique-nous comment tu fais, comment ça se fait que tes joueurs se sont fait autant agresser que des Elfsylvains sur la fin de saison. Tu nous diras. Derrière, des équipes avec peu d'armure, Crouch, évidemment, avec ses Scaven. On aime bien marcher sur le corps d'égout. Nikap et Seeds aussi, les elfes noirs, on aime bien aussi, j'ai dit, 5 agressions chacun de subi, donc une par match en moyenne. Et Foon, donc Oon et Funny Valentine, également, quand on n'arrive pas à sortir les guerriers de corne à la loyale, on fait usage de tactiques plus drastiques et moins louables, telles que l'agression. Et on sort leurs joueurs comme ça. 5 agressions, c'est beaucoup quand même. Bon, ils ont quand même réussi à qualifier leur équipe en playoff, donc c'était pas préjudiciable. Mais bon, 5 agressions subies par les corneux quand même.
Alors voilà, la stat que j'adore maintenant, pardonnez-moi de bouger la souris dans tous les sens, c'est le facteur de violence. Donc c'est toutes les sorties réalisées par les coachs et leurs équipes de quelque manière que ce soit. Sorties ED, agression, tout ce que vous voulez, c'est là-dedans. Voilà, les sorties publiques, tout, c'est là-dedans. Superbe moyenne de 2,34 de facteur de violence, donc de destruction adverse dans la tranche adverse. Énorme moyenne, ça fait presque 11,73, donc presque 12 sorties réalisées, enfin sorties de toutes sortes, encore une fois, 12 points, 11,73 points de facteur de destruction par équipe sur le troisième tiers de la saison. Sachant que la meilleure journée, c'était la J13 avec 135 points de facteur de destruction. Ça veut dire qu'on avait sorti 2,41 joueurs par équipe adverse de façons diverses et variées. Mais nous, je parle bien de nous, je parle pas des sorties que les coachs adverses se sont réalisés eux-mêmes sur des esquives ratées. Là, cette stat-là, c'est vraiment ce que nous, on a fait de mal à l'adversaire. Agression, bien sûr, sortie OD, agression, sortie publique, etc. C'est là-dedans. Il n'y a pas etc. C'est ces trois stats-là. Sortie OD, sortie publique et agression. Voilà, c'est ça le facteur de violence. Et là, on voit tout de suite que le roster qui a le plus performé, c'est les morts vivants. 4,2 sorties en moyenne. Bah ouais, c'est 4,2 de points de destruction. C'est les 3,2 sorties plus une agression en moyenne par match. Ça fait 4,2 de facteur de destruction. Donc le roster le plus violent, celui qui a le plus gros facteur de violence ou facteur de destruction, appelez ça comme vous voulez, c'est les morts vivants. Derrière, je pensais que ça allait être les nains. Bah non, derrière, c'est les slans. Bah oui, avec Aredel qui, sur la fin de saison en tout cas, qui a sorti les crampons aiguisés de ses slans. 3,8 de facteurs de destruction. Et ensuite, les nains et la Halfling, donc des équipes qui ont bien perfé en termes de sortie. 3,4 de facteurs de destruction. Énorme, superbe score, surtout pour les Halfling. Pour les nains, c'est un peu normal, mais pour les Halfling, c'est génial. C'est énorme. Les plus mauvais, je le disais, l'Union Elfique. Nous, on range les dés de blocage. On jette pas. Même les dés de 6, on les lance pas. Que sur les esquives, on les lance. On les lance pas sur le blessure adverse. Alors, les renégats, je l'ai dit, les renégats, ils n'ont rien fait. Je ne sais pas ce qu'a fait Yeti Six, mais il a presque pas sorti de joueur adverse. Et puis, l'Alliance du Monde, j'en parlais aussi tout à l'heure. Très mauvais score de destruction, de facteur de violence, si vous voulez. Des rosters qui ne pouvaient pas perfer. Bon, en tout cas, l'Union Elfique, il ne joue pas là-dessus, mais ces deux autres rosters, ils ne pouvaient pas perfer avec un facteur de violence si bas. Alors, en individuel, qui a été le coach le plus violent en tout point sur la fin de saison? Ils sont deux. Buckler, il est rejoint par Bistouf avec 21 points en termes de facteur de violence. 21. En fait, ça veut dire qu'ils ont sorti eux-mêmes 21 joueurs adverses. Voilà, tout simplement. Que ce soit des sorties OD, je répète, que ce soit des agressions ou sorties publiques, ils ont sorti 21 joueurs adverses. Asmogi 20, donc ça veut dire que, je rappelle tout à l'heure, je reviens, il a fait 19 sorties, d'accord, il a fait 19 sorties, donc s'il a 20 en facteur de destruction, c'est qu'il a fait une agression, si vous me suivez bien, ou une sortie publique. Mais ça veut dire qu'aux 19 sorties ED, il s'est rajouté soit une agression, soit une sortie publique. Enfin, à 19 points, on retrouve Aredel, Galadjin qui a pas mal agressé aussi, Imperator Day et Laertis. Donc là, c'est des coachs qui ont fait beaucoup de sorties et un petit peu d'agression, ou beaucoup d'agression et un petit peu de sorties. Enfin, ceux qui étaient les plus mauvais, ceux qui n'ont rien fait, ou quasiment rien. Syrax, mon compère de l'Union Elfique, 2 points de facteur de destruction. Je suis guère mieux, je suis juste derrière. J'arrive derrière, Syrax, t'inquiète pas. Avec un Ankh-Morpork, on t'accompagne. Les elfes, l'Union Elfique et les elfes de Ankh-Morpork, même combat. 3 points. Et derrière, je le disais, Yeti Six, 4 seulement. 4 sorties. Il a fait que des sorties. 4 sorties en 5 matchs pour des renégats du chaos en fin de saison. Tirez-en les conséquences que vous voulez. Moi, je ne sais plus quoi dire. Et Nico, en elf, forcément, c'est pareil. C'est pas une équipe qui cogne. C'est pas un roster qui cogne. Donc, c'est normal qu'il se retrouve parmi les elfes. Et parmi les elfes, il y a cherchez l'intrus dans cette liste. Syrax, Duda, Ankh-Morpork, Nico et Yeti. Cherchez l'intrus. Je vous dis... Je vous donne pas
Pas d'indice. À vous de le trouver. Alors maintenant, autre stat, public. Superbe saison, des stats pleins, full en liesse, c'était extraordinaire. Là, c'est pareil, c'est allé crescendo, forcément, avec le gain de fan factor par les diverses équipes tout au long de la saison. Bah forcément, ça vous pouvez que augmenter. 4567 supporters par match par équipe en moyenne en début de saison. On est à 5721. Quasiment plus de 1200, presque 1200 supporters en moyenne par match de plus qu'en début de saison. Ce qui fait 28 607 supporters par équipe sur les 5 derniers matchs joués. Étant précisé là encore que vraiment ça allait crescendo, c'est la J15, la journée où qui a eu le plus de supporters, fin de saison en liesse, 5857 supporters par équipe sur la 15e journée. Alors quelles étaient les équipes les plus populaires, ou les rosters d'abord les plus populaires sur la fin de saison? Les Hommes Lézards, 7350 supporters par équipe par match. Les Scaven arrivent derrière avec 7100, mais l'écart est énorme déjà en moyenne, parce que c'est des moyennes entre les Hommes Lézards et les Scaven. Donc vraiment le roster le plus populaire cette année, Hommes Lézards, je le répète. Enfin, en tout cas sur la fin de saison, parce qu'on verra dans notre vidéo sur la totalité de la saison. Et les Elfes Sylvains avec les performances des Zaiko, ils sont juste derrière les Scaven. Alors encore une fois, c'est plus facile quand il n'y a qu'une seule équipe par roster, alors que les Scaven sont 4. Et sur la fin de saison, quelles sont les équipes qui n'ont pas du tout intéressé le public, ou en tout cas les rosters qui n'ont pas du tout intéressé le public? Les Vampires et l'Alliance du Vieux-Monde, 3800 supporters par match seulement. Donc vraiment un désintérêt total sur la fin de saison pour ces rosters de la part du public. Les Snotlings également, très peu d'intérêt, alors même que Bud luttait pour les playoffs et Morrigan n'était pas beaucoup derrière. 4000 seulement supporters par match. Et enfin les humains. Alors là, résultat très étonnant parce que dans les saisons passées, on sait très bien que ça a toujours été le roster le plus populaire de la LUTES, puis même du Blood Bowl. Et là, ça y est, est-ce que c'est un changement de paradigme, un changement comment dire, une passation de pouvoir? Mais les humains n'intéressent plus du tout, en tout cas sur la fin de saison, n'intéressent plus du tout le public. 4250 supporters seulement par match. Et là, même s'il y a eu des abandons chez les humains, on compte le public quand même. Donc vraiment, il y a bien tout le public de tous les matchs des humains. Et vraiment, ce résultat est vraiment très très bas, très étonnant pour ce roster. Alors, quel était le coach maintenant? L'équipe la plus populaire sur la fin de saison, c'est celle d'Ashram. L'équipe Z a attiré 8400 supporters par match en moyenne. Je ne sais pas si vous imaginez, 8400 en moyenne par match, c'est énorme. Enfin, les GD étaient monumentaux de la part d'Ashram. Derrière, on a un Azroag, Azmogi, donc il faut commencer. Prenez des noms qui commencent par A. Ashram, Azroag, Azmogi. Là, vous perfait à mort. Hein. Ça, c'est un conseil pour les débutants à la LUTES. Si vous commencez par un pseudo avec une lettre A, vous avez plus de chances de parfait. Regardez Yeti Six. Yeti Six, il a fond du trou, il a un Y. Bon, ok, il y a Zaiko, mais c'est une exception. Mais si vous prenez un pseudo avec un A, là, c'est sûr, ça va parfait, c'est sûr. Et puis, ils sont rejoints par Minicap, 8200 supporters également par match en moyenne. Et puis, Dritz qui baisse sa moyenne. On l'a vu tout à l'heure dans l'autre tableau, il avait une fin de saison très difficile. Ça se voit aussi dans ces stats-là. Le public il a dû perdre du fan factor sur la fin de saison. Il est qu'à 8000 supporters par match en moyenne, ce qui est déjà une moyenne extraordinaire. Attendez, remettons les choses dans le contexte. Mais bon, il se fait quand même dépasser avec 400 supporters en moyenne de plus par un Ashram, quoi. Et derrière, vraiment désintérêt total pour l'équipe de Poire Abricot, le pauvre 2800 supporters par match. On est quasiment 3 fois moins qu'Ashram, ou même 3 fois moins, ouais. En moyenne par match, c'est énorme. Ouais, 3 fois moins. 3 fois moins. Si je compte bien mes maths, ça fait 3 fois moins. 3 fois moins de public pour Poire Abricot par rapport à Ashram. Bravo Poire Abricot. Morrigan également, je l'ai dit tout à l'heure, Snotling, très, très mauvaise moyenne, 3000 supporters par match. Et puis Flint, encore une fois, là, le public est venu. C'est pas parce qu'il a abandonné ses matchs que le public ne s'est pas déplacé. Donc, malgré cela, très faible score de public pour Flint.
On termine avec les gains et puis l'expérience aussi. Bien sûr, je garde toujours le meilleur pour la fin. Les gains, c'est pareil que le public. Plus on a de public, plus on marque de touchdowns. Je vous rappelle, on a vu tout à l'heure que c'est au troisième tiers qu'on a marqué le plus de touchdowns. Eh bien, plus on gagne de sous. C'est aussi simple que cela. Et là, on en a gagné beaucoup. Il y a plus de 10 000 pièces d'or d'écart en moyenne par match, par équipe, entre le début de saison et la fin de saison. On est à 68 732 pièces de moyenne de gagné par match en fin de saison. C'est-à-dire presque un 3/4 elf qu'on peut se racheter par match. Énorme. Là, on voit bien que les nouvelles règles favorisent beaucoup le gain de pièces d'or et ça compense un petit peu, c'est ce que je disais, je ne sais plus dans quelle vidéo, le côté bourrin du Blood Bowl dans ces nouvelles règles est compensé pour les équipes légères par une facilité à gagner des pièces d'or par rapport aux versions précédentes, évidemment, ce qui leur permet aux équipes légères de racheter des joueurs et qui perdent à cause du bourrinisme adverse. Alors, donc, on a gagné en moyenne sur la fin de saison 343 660 pièces d'or sur les 5 matchs joués. Donc encore une fois, soit une moyenne de 68 732 pièces d'or. Donc vous voyez si vous êtes au-dessus ou en dessous de cette moyenne. Sachant que la J12, c'est pas la J15, c'est la J12 qui était la meilleure journée avec 70 535 pièces d'or en moyenne par équipe, par coach. Enfin par équipe, par match en fait, gagné sur cette journée-là. Vous imaginez là, on est au-delà du 3/4 elf quoi. Alors, qui a gagné le plus de sous-sous ? Celui qui a marqué plein de touchdowns tout en ayant un excellent ratio public, à savoir Zaiko avec ses elfes sylvains. 89 000 pièces d'or. Donc lui, il peut se racheter carrément un lanceur, presque un lanceur elfe sylvain par match. 89 000 pièces d'or de gagner par match en moyenne sur la fin de saison. Les Scaven, 84 250, énorme aussi, énorme résultat. Et puis les Hommes Lézards, toujours aussi, ils marquent beaucoup de touchdowns comme les Scaven et ils sont populaires du public. Beaucoup de pièces d'or avec 80 500 pièces d'or. Et de l'autre côté de la barrière, les Snotlings, 54 000 pièces d'or seulement de gagner. Les élus du chaos, alors là c'est Gobbs, il est tout seul, 56 000 seulement pièces d'or. Mais les Snotlings, alors même que Bud performait dans ces matchs, ils ont gagné moins de pièces d'or que Gobbs. Et enfin, les humains, la moyenne est drastiquement baissée par les quelques abandons de Kelflint. Là, pour le coup, abandon, ça veut dire pas de pièces d'or. Donc forcément, ça baisse la moyenne. Donc la stat est un petit peu faussée pour les humains, malheureusement, de ce côté-là. Mais bon, c'est comme ça, c'est le Blood Bowl. Tu joues pas ton match, t'as pas les sous qui vont avec. Alors, en individuel, qui a gagné le plus de pièces d'or ? Azroag. Regardez-moi ce Crésus. Presque 100 000 pièces d'or par match. L'enfoiré. Je peux dire, presque 100 000 pièces d'or par match, il a gagné. Et il peut se racheter un receveur ou elf par match, quoi, le mec. Donc voilà. On le retrouve en finale. C'est QFD peut-être. On le retrouve en finale. C'est aussi dû au fait qu'il a gagné énormément de sous sur la fin de saison. Il me semble qu'en quart de finale, il en a perdu beaucoup. Il s'en voulait beaucoup d'avoir perdu les 3/4 de sa fortune. En tout cas, il avait amassé énormément de sous pour les playoffs, pour sortir le sorcier, évidemment pour sortir le sorcier. Alors, Azmogi, je le disais, celui qui a marqué le plus de touchdowns, il gagne plein de sous aussi. 95 000 pièces d'or de gagner en moyenne par match sur la fin de saison, sur le troisième tiers. Et puis enfin, Ashram, c'est lui qui remonte beaucoup la moyenne des Scaven. 94, donc il est pas loin d'Azmogi, 94 000 pièces d'or par match. Vous voyez, ils sont presque à 100 000 pièces d'or, ces trois coachs. Presque 100 000 pièces d'or par match sur la fin de saison. Comme quoi, voilà, si vous voulez perfer en playoff, il faut avoir des sous. C'est comme ça. Le Blood Bowl, c'est devenu comme le foot. C'est devenu comme le foot. Il faut avoir de la thune pour perfer dans cette compétition. C'est fini le Blood Bowl à papa. C'est fini. Là, ça y est, on est dans le star system, on est dans l'argent, le flouze, moi, ça me dégoûte ce Blood Bowl. Sérieux. Alors, qui a gagné le moins de sous ? Je le disais, celui qui fait des abandons, il n'a pas de sous, donc c'est Kelflint sur la fin de saison, 40 000 pièces d'or avec 2 abandons. Mais regardez, le liquide, lui, il a fait un abandon, donc il est juste derrière 43 000 pièces d'or. Et puis Gongon, forcément, la team à Gongon qui a aussi fait des abandons, puisque Kelflint ne pouvait pas tout jouer,
et 47 000 pièces d'or. Et puis là, on a quand même des coachs qui ont joué tous leurs matchs, Morrigan et Puerto Rico, mais ils n'ont pas eu beaucoup de sous. 47 000 pièces d'or, donc pas beaucoup plus que des coachs qui ont abandonné un ou voire deux matchs. Donc vraiment, c'était vraiment une année à oublier, surtout pour Puerto Rico au niveau sous en tout cas. Et on finit par le plus beau, l'expérience. C'est ce qui nous intéresse le plus et puis surtout c'est ce qui marque vraiment la forme des différentes équipes. L'expérience en moyenne par match et par équipe, on a fait presque 12 XP par équipe et par match, 11,96. Donc la moyenne, vous voyez, elle a fluctué toujours pareil. On était plutôt dans le rouge sur le deuxième tiers, on était seulement à 11,5 XP en moyenne par match. On avait plutôt moyennement commencé, on a bien mieux fini en tout cas que le tiers 1 et tiers 2. Ce qui fait 59,8 XP de gagner sur les 5 derniers matchs. Donc là aussi, vous pouvez regarder si vous êtes dans les meilleurs ou dans les plus mauvais résultats. Alors, meilleure journée de l'année, je ne sais plus. Je dirai ça dans l'autre vidéo, je ne me rappelle plus, je ne l'ai pas noté. Tant pis, je le dirai dans une autre vidéo, on verra ça plus tard. Alors, au niveau des rosters, encore une fois, les elfes sylvains qui ont le plus parfait, 15,4 XP par match. C'est énorme. De toute façon, plus de 13, plus de 14 XP par match en moyenne, c'est juste un résultat énorme. Sachant que je crois que pour Zaiko, c'est la plus mauvaise moyenne de l'année. C'est-à-dire qu'il a en fait, ce score-là, il a sous-perfait par rapport au tier 1 et tier 2 pour lui, en tout cas. Derrière, on a les hommes lézards, ceux qui marquent plein de touchdowns, hommes lézards et Scaven. 14,35 pour les hommes lézards et 14, juste derrière, 14,3 pour les Scaven. XP par match, c'est énorme. Je vous dis, plus de 14 XP par match, de toute manière, en moyenne, c'est juste un résultat exceptionnel. On voit que les équipes qui ont moins bien parfait sont presque à la moitié de ça. Les Renégats du Chaos des Yeti, 8 XP par match en moyenne seulement. Les Gobs de Le Propre, 8,6. Et puis les Snotlings aussi, j'avais dit au début de vidéo qu'ils ont vécu vraiment en fin de saison très compliqué. Moins de 10 XP par match, 9,6 XP par match, même si pour les Snotlings c'est pas grave parce qu'ils s'en fichent un peu des XP. Mais bon, ça montre quand même la forme ou la méforme de l'équipe. En individuel, par contre, celui qui a encore une fois qui a surperformé, Azroag. Voilà, on reconnaît les vrais champions là dans le Money Time. 20,2 XP sur la fin de saison par match. Il a fait 101 points d'expérience sur les 5 matchs joués. 101 points d'expérience. Azmogi qui a surperformé encore une fois, je répète, en termes de touchdown marqué, en termes de sortie. Il est juste derrière, il est à 1 XP près d'Azroag. Il a fait 20 XP en moyenne, donc 100 XP sur les 5 matchs joués. Et enfin, l'autre O-Elf qui a super bien perfait, on l'a dit aussi sur la fin de saison, Nabolo, 17,6 XP, c'est un super résultat aussi. Donc vous voyez que Zaiko avec ses 15,4, il est très loin derrière ce trio de tête. 17,6 pour Nabolo, soit 88 XP sur la fin de saison. Ouais, ça lui permet d'avoir une fin de saison merveilleuse et de battre un petit Zaiko en playoff, quoi. Alors les coachs qui ont vraiment sous-perfait, Ankh-Morpork, c'est vraiment la fin de saison catastrophique, vraiment les enfers pour Ankh-Morpork. 7,4 XP en moyenne par match, sachant que lui il a joué ses 5 matchs. Vous prenez un Kelflint qui a fait 2 abandons, il a une meilleure moyenne avec ses 2 abandons, une meilleure moyenne d'XP qu'Ankh-Morpork. Kelflint, il en a autant que Morrigan, 7,8 alors qu'il a fait 2 abandons. C'est-à-dire qu'il a au moins eu un match où il a bien fait pas mal d'XP et 2 abandons qui lui ont donné 0 XP. La team à Gongon, encore une fois, je ne vais pas le répéter. Et puis Yeti Six, encore une fois, saison catastrophique. 8 XP seulement de marqué sur la fin de saison. Et c'était guère mieux sur les autres tiers de la saison. Donc voilà, j'ai fait le tableau complet là, des stats. Dites-moi dans les commentaires si cette présentation vous va, si vous voulez une autre présentation, si vous voulez que je fasse plus court, plus long. Je vais partir un peu, encore une fois, sur ce format-là, peut-être pas en termes de tableau, mais en tout cas sur ce format de présentation, à savoir les rosters, les formes des rosters, les formes globales de chacun des stats, forme ou méforme, et puis les formes individuelles à la fin de chacun des coachs.
est-ce que vous voulez les tableaux comme ça? Est-ce que vous voulez que je fasse une présentation un peu plus chiadée? Pourquoi pas, je peux faire une présentation un peu plus chiadée. Ça me prendra un peu plus de temps, mais pour la fin de saison, on peut faire ça, il n'y a pas de souci. Juste dites-le moi si cette présentation-là et si cette vidéo-là, ce type de caméra-là vous va, ou est-ce que vous voulez que je filme avec mon téléphone, c'est à vous de me dire. Dites-moi aussi si vous voulez que je présente. En tout cas, moi j'ai toujours ce problème-là avec les rosters unireprésentés. Est-ce que je les mets quand même en uni tout seul, sachant que prenez les LC20, ça fausse un peu les stats parce qu'il suffit que c'est joué par un seul super coach et forcément ils vont être tout devant dans tous les tableaux, alors même que je pourrais les regrouper comme je l'ai fait tout à l'heure avec des autres équipes unireprésentées agiles, au moins un autre roster, ce qui permet un peu de compenser, d'équilibrer les différentes moyennes. Moi, je préfère cette deuxième présentation. Mais ça, vous de me dire si vous préférez vraiment que je présente roster par roster ou si je peux combiner certains rosters qui sont unireprésentés dans les différentes catégories que moi je trouve applicables au Blood Bowl, à savoir les athlétiques, les costauds, les équipes polyvalentes et les équipes rapides agiles en tout cas. Voilà, dites-le moi, est-ce que je peux faire ça comme ça ou pas? Voilà, on en termine là cette vidéo, en tout cas sur ce troisième tiers de la saison. Je pensais faire plus court, finalement ça fera une vidéo assez longue quand même. Vous avez toutes les stats, hein. Je vous ai tout donné là, je vous ai donné mon cœur, je vous ai ouvert mon cœur, je vous ai tout donné. Vous avez toutes les stats sur le troisième tiers, ce qui a permis de regarder qui a perfait, qui a sous-perfait. Et là, la vidéo qui va suivre, je promets assez rapidement maintenant, ça va être une vidéo sur la saison entière. On va regarder vraiment les stats de la saison entière, le gratin, les palmes d'or, les joueurs aussi, les joueurs sur le terrain, ceux qui ont perfait, qu'est-ce qu'ils sont devenus. Voilà, on fera un beau gros résumé et puis on fera évidemment l'analyse individuelle de chacun de vous, de chacun des coachs. Ça, on fera ça à la fin. Je garde ça pour la petite cerise sur le gâteau. Vous voyez, la petite olive dans le martini. Voilà, ça va être ça. Donc voilà. Mais la prochaine, là c'est une vidéo. Les prochaines, je pense que j'en ferai au moins 2 voire 3 vidéos qui parleront de la fin de saison, parce que sinon ça risque d'être faire une vidéo de 4 heures. Allez, on se retrouve très très bientôt et sur ce, moi je vous dis à ciao, bonne soirée ou bonne journée, ça dépend à l'heure à laquelle vous la regardez cette vidéo. Ciao. Pour moi c'est le soir, donc il me reste encore beaucoup à faire. Maintenant faut que je mette la vidéo en forme. Allez, ciao les gars, à plus, je vous embrasse tous. Likes us, we don't care. No one likes us, we don't care. No one likes us, we don't care.